Bonjour et bienvenue dans ce 74e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas seulement. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Alors pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial. Je suis d'ailleurs en train d'attendre les retours de ce diagnostic. Dans cet épisode, je vous parle du livre 2 de l'essai comique, de gagner sa vie avec l'écriture, de passion, de recherche, de contraintes et de plaisir, de fantaisie, de lecture, de dramaturgie, de biographie, d'objectifs et de motivation de personnages, de recul, de crainte et d'espoir, de deus ex machina, d'obstacles, de structure, de questions dramatiques et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mai 2024. Bonne écoute à vous. Le dimanche 19 mai 2024. Je m'arrête là pour la retranscription de mes journaux. J'aurais bien continué à faire ça toute la journée, mais j'ai pas envie de passer l'intégralité de mon dimanche à m'occuper de ça, même si j'ai envie d'avancer. J'ai une idée assez claire du deuxième livre. Je sais à peu près comment ça va se terminer. J'ai mon intention, j'ai les grands thèmes, j'ai à peu près toute l'histoire en tête, quoi. Là, je l'agrémente de petits détails, de réflexions qui me viennent, d'idées de scènes qui jaillissent avec la lecture de ces journaux, c'est pas mal. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose d'aussi satisfaisant que le livre 1. Pour ce livre, j'ai vraiment envie de procéder de façon différente qu'avec le livre 1. Alors, certes, il est déjà écrit, mais plutôt que de continuer à travailler sur la matière que j'ai déjà écrite, de vraiment prendre du recul, faire mon chapitrage, avec une idée très très précise de toutes mes scènes, et une fois que tout ça est bien en place, reprendre ce que j'ai déjà écrit pour l'arranger selon ce que j'ai envisagé dans mon chapitrage. Je pense que ça peut être beaucoup plus efficace d'ailleurs que pour le livre 1. Le lundi 20 mai 2024. Là, je suis toujours en train de lire Histoire de ma vie de George Sand. Elle commence enfin à parler de la manière dont elle s'est mise concrètement à l'écriture au bout de la 1200e page. Donc accrochez-vous si vous avez envie de la lire pour entendre parler d'écriture. Bon bref, en même temps c'est intéressant juste d'avoir affaire à sa plume, je l'avais jamais lu encore, donc là au moins je plonge dedans. Et elle n'a aucune honte à dire que si elle s'est mise à écrire de façon professionnelle, c'est qu'elle voulait augmenter ses rentes. Et il me semble que Colette disait la même chose, que c'était pour gagner sa vie, que c'était même la seule chose qu'elle savait faire, que Balzac écrivait également pour gagner sa vie. Et je pense que nombreux sont les auteurs qui, pendant une certaine époque, écrivaient pour gagner leur vie et ils ne s'en cachaient pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus dire ? Bon, peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est une illusion de se dire qu'on va gagner sa vie avec l'écriture. Rares sont ceux qui y parviennent. Mais là, il y a un problème, concrètement, de la chaîne du livre. C'est pas normal que l'auteur, celui qui est à la base d'une œuvre, est celui qui gagne le moins de tous les membres de la chaîne, on va dire. Mais c'est surtout une espèce d'image qu'on se fait de l'auteur, touché par l'inspiration divine, dans sa tour d'ivoire, qui n'a absolument aucune aspiration financière, comme si c'était contraire à la création artistique que d'espérer de vivre de ses créations artistiques. C'est quand même très très malvenu, des artistes qui parlent d'argent. Alors, bon, c'est en train de changer, mais quand même, c'est encore dans l'air du temps. Quand j'entends encore des auteurs, souvent des vieux de la vieille d'ailleurs, qui disent « Ah non mais moi je ne gagnerai jamais ma vie avec l'écriture, mon métier il est ailleurs », grand bien leur face quoi. Mais c'est qu'ils ont peut-être trouvé aussi une occupation, une vocation qui les passionnait tout autant que l'écriture. Personnellement, c'est pas mon cas. Personnellement, il n'y a rien d'autre que l'écriture qui me passionne. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché, Je suis allée dans les métiers qui m'attiraient le plus. Quand je me suis orientée dans le cinéma,
c'est parce que c'était un secteur qui me faisait rêver. Quand j'ai bossé dans ce domaine, c'était génial. J'ai aussi des super bonnes expériences en tant que journaliste. Enfin, je veux dire, j'ai fait des métiers qui étaient passionnants en tant que tels. Mais rien ne me passionne autant que l'écriture. Enfin, je me suis jamais donné autant à aucune autre activité qu'à l'écriture. La seule chose dans laquelle je me suis donné autant dans la vie, c'était dans mes histoires d'amour. Aujourd'hui, je me plonge dans l'écriture comme je me plongeais dans mes histoires d'amour avant, comme ma petite Apolline, à corps perdu. Aujourd'hui, je trouve dans l'écriture ce que je trouvais dans l'amour avant. Et donc, de lire que des auteurs de l'époque de George Sand, et même avant, écrivaient aussi dans le but de gagner leur vie, c'était pas choquant à l'époque de le dire. Et j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé entre-temps pour que ça le soit devenu aujourd'hui. Le mercredi 29 mai 2024. Ces derniers temps, je me sentais un peu désemparée lors de mes séances d'écriture du matin parce que je n'ai plus aucun projet en cours. J'ai pas envie de me relancer dans un gros chantier parce qu'une fois que je suis plongée dans un projet, j'ai beaucoup de mal à passer de l'un à l'autre, et comme je sais qu'il va falloir que je revienne à l'essai comique, j'ai pas envie de m'engager ailleurs alors que l'essai comique n'est pas totalement terminé. Parce qu'il y aura sans doute des choses à revoir lors du retour du diagnostic éditorial. J'ai pas non plus envie de continuer à travailler sur ce projet. Là, j'ai fini la retranscription de mes journaux pour la période qui m'intéresse pour le livre 2, alors je pourrais commencer à travailler sur le contexte. Pour le coup, je pensais utiliser ChatGPT pour travailler tout mon contexte, c'est-à-dire poser des questions très précises, dans le sens c'est quoi les grands événements de l'année 1997-1998, en France et à l'étranger, quelle était la mode de l'époque, quelles étaient les émissions de télé et de radio qui étaient les émissions phares, etc., etc. Je me dis que je peux me servir pour ces questions-là un peu précises, mais aussi un peu vagues. Moi, je passe un temps fou à chercher des documentations sur Internet, alors que ChatGPT peut faire ce travail pour moi de façon beaucoup plus efficace, et après j'ai plus qu'à vérifier de mon côté que les informations qu'il me livre sont bonnes. Je pourrais travailler là-dessus, mais en fait ce matin j'avais aussi commencé à écrire une nouvelle autour de la thématique du rêve. Alors moi j'entends rêve plutôt au sens de l'aspiration, ce à quoi on aspire. J'avais commencé à écrire quelque chose, mais j'étais pas très inspirée, et c'était plutôt une contrainte qu'un plaisir de travailler là-dessus. Et comme je pense que par ailleurs je me contrains beaucoup dans l'écriture, parce que dès qu'il s'agit de mener un projet à son terme, il y a beaucoup de contraintes qui viennent s'ajouter, j'ai pas envie là encore de m'en mettre des nouvelles, alors que pour moi l'écriture c'est avant tout un plaisir, et j'ai envie de garder ce côté plaisir de l'écriture. Donc ouais, là, ça fait un peu 3 semaines que je sais pas trop quoi faire. Et là, ce matin, je suis entrée dans une nouvelle dynamique. Et j'aime assez. Déjà, j'ai repris cet exercice d'écrire 3 pages A4 tous les matins, sur tout ce qui me passe par la tête. Donc là, j'ai commencé ma séance d'écriture par ça. Et ensuite, j'ai enchaîné en me replongeant dans la dramaturgie d'Yves Lavandier, qui est un livre que je lis depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais lu dans son intégralité, parce qu'à chaque fois que j'ai une problématique de dramaturgie, je me plonge dedans, mais pour un chapitre précis, des passages en particulier, sur lesquels je prends des notes, mais je l'ai jamais lu dans son intégralité, et à chaque fois je recommence par le début, parce que je sais plus où je me suis arrêtée. Donc là, cette fois, maintenant, je surligne mon livre, comme ça, la prochaine fois que je recommencerai à le lire, je sais à peu près où je me suis arrêtée. Et en même temps que je travaille là-dessus, ça m'apporte des réflexions, notamment par rapport à l'essai comique, mais aussi par rapport à l'Inde de Suraj. Parce que finalement, ce n'est peut-être pas sur mon roman de fantasy que je vais retravailler à la suite de l'essai comique, une fois que le premier livre sera terminé. Même si je me suis remise à lire de la fantasy, notamment avec La Passe Miroir de Christelle Dabos. Mais mon projet de fantasy, je le garde pour plus tard, parce que c'est un gros chantier. J'ai envie, une fois que je me plonge dedans, de ne faire plus que ça. Et d'avoir du temps devant moi pour y travailler. D'ailleurs, c'est un véritable plaisir de retourner à la fantaisie. J'adore ce livre. Ça faisait très longtemps qu'un livre m'avait pas autant passionnée. Je trouve qu'il a tous les ingrédients que je recherche dans un livre. Il a une certaine dose d'humour, mais en même temps qu'une certaine profondeur.
même si c'est pas non plus d'une profondeur abyssale, hein. C'est pas aussi superficiel, par exemple, que 3. Je trouve que la psychologie des personnages est beaucoup plus travaillée, l'univers est très travaillé, et puis l'intrigue est très bien menée. Enfin, dès qu'on commence à s'ennuyer, il se passe quelque chose qui fait que notre intérêt est de nouveau sollicité. Enfin, vraiment, c'est très bien dosé. C'est un peu lent au démarrage, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, on comprend pas trop où on est, mais c'est le temps de rentrer dans l'univers que l'autrice nous propose. Et j'adore découvrir ce monde. Je suis trop contente de me remettre à la fantasy. Et je vais continuer à lire des livres de fantasy, même si en même temps je ne travaille pas sur mon roman de fantasy. De façon inconsciente, ça infuse en moi, de toute manière. Donc quand je reviendrai à mon livre de fantasy, des réminiscences se réveilleront. Et puis à ce moment-là, rien ne m'empêche de continuer à lire de la fantasy. Là, ça me fait vraiment du bien de m'aérer la tête avec ce genre de roman. Ça m'aère et en même temps, ça me nourrit. Voilà, ça ne fait pas que passer en mode courant d'air, comme certains livres lus récemment qui m'ont un peu fait cet effet-là. Je vais continuer à étudier la dramaturgie et je pense que ça pourra me prendre jusqu'à ce que j'ai les retours du diagnostic éditorial. Encore minimum 5 semaines à attendre, c'est quand même très très long, hein. Mais bon. Et en attendant, j'ai l'impression de stagner sur le plan littéraire. Alors je me dis, je vais aussi en profiter pour démarrer mon auto-entreprise en biographie, parce que là, je m'approche du dernier module de ma formation. Et à partir de là, ça y est, je peux lancer. Donc je suis en train de créer mon site internet, je suis en train de me faire aussi des photos professionnelles, parce que je pense que c'est important que mes clients puissent voir à qui ils ont affaire s'ils vont sur mon site internet, que je puisse leur inspirer confiance en gros. Donc c'est important d'avoir des bons portraits qui donnent envie de rentrer en contact avec cette personne. Il faut aussi que je prépare les textes, la page d'accueil, un petit texte biographique qui me présente moi et mon parcours, pourquoi je propose ce service de biographie aujourd'hui. Alors tout ça, j'ai déjà un petit peu écrit, hein, parce que je suis assez au clair par rapport à ce projet-là. C'est vraiment dans la logique des choses. En tant qu'ancienne journaliste, quelque chose qui m'a toujours intéressée dans le journalisme, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, de le questionner sur son parcours, sur sa philosophie de vie. Ça, ce sont des centres d'intérêt qui me motivent depuis des années. Donc, j'ai des capacités à amener l'autre à se livrer. Alors, le but, là, ce n'est pas de lui faire dire des choses qu'il n'a pas envie de me dire, hein, puisque la biographie, c'est vraiment s'adapter au biographié, à ce qu'il a envie de nous dire. Mais par contre, faut aussi penser à ceux qui vont lire la biographie. Et dans ces cas-là, il faut la rendre la plus intéressante possible. Donc, il faut tenter de la rendre vivante. Donc il y a aussi une manière de mener ces entretiens biographiques de façon à rendre les choses un peu plus vivantes. Bon, de toute façon, ça, je vais apprendre au fur et à mesure, hein. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans cette formation qu'on fait, c'est le fait d'avoir accès aux expériences de toutes les autres personnes qui sont avec moi en formation, de lire les textes qu'elles produisent, de voir l'évolution aussi de ces textes-là, fait qu'on est confronté à plein de problématiques différentes qui permettent de nourrir notre champ d'exploration et du coup de nourrir notre travail de biographe. Là-dessus, je pense que je vais me donner l'été un petit peu pour mettre tout ça en place, pour faire mes flyers, mes cartes de visite, pour commencer à prospecter, pour qu'en septembre, peut-être, même si j'ai des clients avant, je dirais pas non, évidemment, hein, je commence à avoir très sérieusement mes premiers clients. Je suis assez sereine sur ce projet-là. Déjà, c'est pas la première fois que je me lance en indépendante. Alors même si jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup marché, mais j'étais beaucoup moins sûre de moi. C'était un problème de confiance en moi. Et là, j'ai le sentiment que cette formation de biographe que j'ai faite me donne l'assise nécessaire pour me lancer en indépendante. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'outils et du coup, ça me fait gagner en confiance en moi. Et ça, c'était vraiment l'élément manquant pour pouvoir développer une activité. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations sur la formation de biographe. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des personnes de votre entourage, ou même vous, qui avez envie de faire une biographie. Par contre, ce que je ne conseille pas et ce que je ne ferai pas, c'est la biographie de quelqu'un qui écrit déjà. Parce que il sera forcément déçu. Quelqu'un qui écrit, il a un idéal de ce qu'il pourrait écrire sur sa vie. Et moi, ce que je vais faire ne correspondra jamais à l'idéal que la personne aura en tête.
et ça engendrera forcément des déceptions. Donc il n'est pas très conseillé de faire la biographie de quelqu'un qui écrit déjà, parce que pourquoi ne la ferait-il pas lui-même? Le travail de biographie, ça s'adresse plutôt à des personnes qui n'écrivent pas et qui auraient envie de transmettre quelque chose à leurs enfants, petits-enfants, ou même à d'autres publics. Ça peut être aussi une biographie professionnelle pour parler de son parcours à ses pairs ou à des personnes qui prennent la suite, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si jamais vous avez des besoins. Peu importe où vous habitez en France, j'ai pas mal de pied-à-terre partout en France, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé via Instagram ou sur mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos de l'épisode, aurelia.écriture@gmail.com. Le vendredi 31 mai 2024. En ce moment, je suis en train d'étudier la dramaturgie d'Yves Lavandier. Et à chaque problématique qu'il aborde, chaque nouveau point, j'essaye de voir comment je l'ai traité dans mes romans. Alors, ça me permet de préparer l'Inde de Souraj, de repréparer l'Inde de Souraj, on va dire plutôt, et de voir si tout fonctionne à peu près convenablement dans l'essai comique. Bon, pour l'essai comique, j'ai pas tellement de doutes parce que l'objectif de mon personnage est très très clair. C'est un objectif assez universel puisqu'il s'agit de trouver l'amour. Tout le monde peut se reconnaître dans cet objectif. Il n'y a rien de très complexe. Dans l'Inde de Souraj, c'est beaucoup plus complexe parce que l'objectif de mon personnage, c'est de réaliser un documentaire. Comme c'est loin d'être un objectif universel, il faut que je puisse rendre cet objectif compréhensible pour la majorité des lecteurs. Et donc il faudrait que je rende cet objectif de la réalisation d'un documentaire quelque chose qui se rapprocherait plus de la concrétisation d'un projet. Voilà, chacun peut avoir des projets dans sa vie, etc. et mettre tout en œuvre pour les réaliser. Et c'est sur cette notion de projet à réaliser qu'il faut que je me concentre. Alors évidemment, les motivations, dans ce cas-là, elles doivent être explicitées, parce que c'est pas forcément une évidence que ce soit si important pour mon personnage de réaliser ce projet. Et là, ce matin, je me suis rendu compte d'une chose. Je pense que si l'Inde de Souraj n'est toujours pas abouti à ce jour, c'est parce que je me suis lancée dans ce projet trop tôt. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Mais au-delà du fait que je n'étais pas assez expérimentée dans l'écriture, il y a aussi le côté que, comme ça s'inspire d'une expérience vécue, j'avais pas assez de recul par rapport à ce que je venais de vivre. J'ai commencé à écrire ce roman en 2017 et ça s'inspire d'une expérience que j'ai vécue en 2014 et 2015. Puisque, en fait, je rassemble mes 2 voyages en Inde en un. Sachant que ça s'inspire aussi du 3e voyage que j'ai fait en Inde en 2018, parce que j'y suis retournée. Même s'il y a beaucoup moins d'éléments qui viennent de ce voyage-là, il y a beaucoup de choses, en tous les cas, autour des descriptions, etc., que j'ai tirées de ce voyage-là. Bref, tout ça pour dire que, à mon avis, j'avais pas du tout assez de recul par rapport à l'expérience vécue pour en tirer une œuvre de fiction. Et que pour rendre une œuvre de fiction intéressante, il faut qu'on touche un peu à l'universel. Même si on part du plus intime de soi. Et j'avais pas ni la maîtrise des techniques littéraires quand je me suis lancée dans l'Inde de Souraj, ni le recul par rapport à l'expérience vécue. Et là, aujourd'hui, mon personnage commence à m'apparaître sous un autre jour. Je me sens beaucoup plus proche de lui. J'ai beaucoup plus de respect aussi pour ce personnage. Le personnage précédent, c'était un personnage un peu passif, qu'on avait envie un peu de secouer. C'est souvent les retours que j'avais de mes bêta-lecteurs. Donc évidemment, ça va pas. Enfin, je trouve qu'un personnage à qui on a envie de foutre des baffes toutes les 2 secondes, ça devient agaçant à la longue. Et un personnage passif, personne n'aime ça, parce que on a envie de le voir agir, un personnage. Et là, mon personnage, il m'apparaît sous un jour nouveau, beaucoup plus proactif. Il me parle plus dans la nouvelle personnalité qui jaillit avec sa backstory, etc., quoi. C'est une personne qui ne s'engage pas, ni professionnellement, ni sentimentalement, ni quoi que ce soit d'autre, ni artistiquement. Donc elle commence plein de choses, mais elle termine jamais rien. Et quelque part, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas dans la vie. Donc c'est la problématique qu'elle va devoir régler. Donc c'est ça qu'il faut que je mette en place. Et là, avec ces nouvelles caractéristiques, je la sens beaucoup mieux. Mais je trouve que son objectif est beaucoup plus difficile à cerner, à déterminer de façon claire, nette et précise pour pouvoir transmettre son objectif et ses enjeux à un lecteur, quoi. Et donc c'est sans doute pour ça que je n'y suis pas arrivée, parce que
J'avais vraiment pas suffisamment d'expérience dans l'écriture. Je ne sais pas si j'en ai plus, enfin, si j'en ai plus aujourd'hui, mais je veux dire, je ne sais pas si j'en ai suffisamment déjà aujourd'hui. Mais ça vaut le coup de le tenter et je pense que mon prochain projet littéraire, une fois que j'aurai commencé à envoyer l'essai comique en maison d'édition, ça sera de reprendre l'Inde de Suraj. Je pense qu'en 3 mois de temps complet, je peux arriver à aboutir quelque chose. Là d'ailleurs, hier, en travaillant autour du crescendo des obstacles, parce qu'en fait, Yves Lavandier, il explique qu'à un moment, il faut avoir un crescendo dramatique, c'est-à-dire que les obstacles doivent être de plus en plus hauts pour le personnage. L'important, c'est de savoir doser les obstacles, de laisser le spectateur ou le lecteur partager entre 2 sentiments qui sont la crainte et l'espoir. La crainte que le personnage n'y arrive pas et l'espoir de le voir aboutir. Il faut tout le temps jouer sur ces 2 tableaux. Donc si on fait des obstacles trop forts, infranchissables, on n'a plus l'espoir qu'il y arrive. Alors si on arrive à retourner cette situation sans utiliser un Deus ex machina, donc c'est-à-dire un espèce d'élément magique qui vienne le tirer de là où il se trouve, c'est génial. Mais si pour le tirer d'une situation dramatique dans laquelle on l'a plongé, on utilise un élément qui sort de nulle part, ça par contre c'est très 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 décevant pour un lecteur. Ça s'appelle le Deus ex machina, comme je viens de dire. Et puis si on met des objectifs trop bas, on se doute qu'il aura aucun mal à atteindre ses objectifs. Et donc on sait qu'il va y arriver. Par exemple, dernièrement, j'ai lu une comédie romantique que j'ai trouvée très 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 mauvaise. C'était un personnage qui avait une double personnalité. D'un côté, elle travaille dans une entreprise et elle craque pour un nouveau collègue qu'elle retrouve par hasard sous sa casquette d'autrice de romans un peu sulfureux. Et elle lui fait croire qu'elle n'est pas la même personne que sa collègue, qu'en gros, c'est sa sœur jumelle. Et donc toute l'intrigue repose là-dessus, sur le fait de ne pas lui avouer qu'en fait elle est la même personne. Et franchement, je trouve que ça tient pas la route, quoi. C'est tellement un obstacle bateau. Enfin, il suffirait juste qu'elle parle. On comprend pas d'ailleurs pourquoi elle parle pas, il y a aucune raison. Enfin, je trouve que ça marche pas. Donc on sait très bien qu'à un moment, soit elle va être dévoilée, soit elle va réussir à parler. Enfin, franchement, c'est vraiment un obstacle très 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 mineur, sur lequel repose toute l'intrigue. Voilà. Il s'agit de trouver un bon dosage des obstacles et qu'il soit de plus en plus haut pour qu'il y ait un espèce de crescendo. Donc j'ai essayé de déterminer dans l'Inde de Suraj et l'essai comique quels étaient les obstacles les uns après les autres et en quoi ils pouvaient être crescendo. Et dans l'Inde de Suraj, ça a été assez évident. Et du coup, ça m'a permis de retravailler toute la trame de mon roman, sachant que je n'ai pas replongé dedans depuis plus d'1 an maintenant. Donc en fait, je ne me base que sur mes souvenirs. Mais le but, c'est vraiment de construire toute ma trame, toute mon intrigue, par rapport à ce dont je me rappelle, pour pas replonger dans mon texte, me dire « Ah ouais, mais cette scène, elle est trop bien », alors qu'elle vient pas servir l'intrigue. Là, c'est de me débarrasser de tout le côté sentimental pour arriver à une œuvre qui est efficace et qui parle à tout le monde, quoi. En tous les cas, que je puisse aboutir. Et donc là, en faisant cet exercice, j'ai déterminé la trame complète de mon roman. Et j'en suis assez contente. Je pense que c'est quelque chose que je reprendrai quand je me remettrai à l'Inde de Suraj. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à le faire pour l'essai comique. Je me souvenais plus trop, et puis comme il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps au démarrage de mon texte, je ne sais pas trop comment les inclure dans cette espèce de crescendo. Et puis j'ai l'impression que le crescendo est beaucoup moins évident dans l'essai comique. Bon, après, est-ce que c'est une condition sine qua non à la réussite d'un roman ? Je suis pas sûre. Moi, j'étudie la dramaturgie pour voir comment rendre mes œuvres meilleures, mais après, je le prends pas comme parole d'évangile. Je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. Je pense que c'est à chacun, pour chaque roman, de trouver la forme qui lui correspond et la manière de la mettre en œuvre. Après, il y a quand même des petites techniques et des astuces sur lesquelles on peut s'appuyer pour rendre le déroulement des événements beaucoup plus intéressant. Et donc, je trouve ça plus intéressant d'ailleurs de regarder des livres de dramaturgie après coup, après avoir écrit, après avoir laissé sa créativité s'exprimer, quand on a des soucis de structure, pour voir un petit peu où ça pêche, où est-ce qu'on peut essayer de corriger en s'appuyant sur des règles de dramaturgie. En aucun cas, elles ne sont absolues pour moi, en tous les cas, sinon on risque de faire des œuvres hyper formatées qui n'ont pas grand intérêt, surtout dans le cadre de romans. Le roman, c'est quand même l'espace idéal pour se lâcher un peu. Mais bon, moi, ce que je reproche quand même à une grande part de la littérature, c'est de passer complètement outre
ses règles, ce qui fait qu'on se retrouve avec des romans ennuyeux à mourir, où il y a que le style qui peut un peu rehausser l'ennui de l'intrigue. Bon, j'avoue que moi, c'est pas le genre d'œuvre qui me parle, c'est pas le genre d'œuvre que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'un lecteur ait envie de tourner la page de mes livres. Et après, j'ai aussi envie qu'il trouve pas mon écriture mauvaise et mes personnages creux. Ça, pour moi, c'est vraiment les 3 ingrédients essentiels d'un bon roman. Des personnages profonds, une intrigue bien menée qui nous tient en haleine et un style plus que correct. En tous les cas, pour moi, le style est loin d'être essentiel dans une œuvre littéraire. Même si je comprends que c'est important parce qu'il s'agit d'écrit, donc autant utiliser les outils que l'écrit met à notre disposition. C'est comme un film au cinéma. Si on n'a aucune originalité dans la réalisation, ça rend le film un peu plat. L'œil du réalisateur, il est hyper important parce qu'il vient transcender l'œuvre d'un scénariste, quoi. C'est en ça qu'il est autant créateur de l'œuvre que le scénariste lui-même. Et puis même un scénario, quand il se confronte au réel, il est complètement transformé. À chacun ses outils, et autant les utiliser au maximum. Et puis je pense qu'aussi, il y a des périodes dans la création littéraire. C'est-à-dire que peut-être à un moment, on va beaucoup plus s'intéresser au côté intrigue. Souvent, quand on est jeune, c'est un peu ça, en fait. Il n'y a que l'intrigue qui compte. C'est l'histoire avant tout. Et puis, peu à peu, on peut aussi développer, travailler sa plume, etc. On peut y aller au fur et à mesure. Et puis, en fonction des périodes dans lesquelles on est, on va pas forcément travailler le même paramètre de son écriture. Et on ne va faire que s'améliorer au fur et à mesure du temps. Puis après, il y a des personnes qui, dès la base, sont beaucoup plus intéressées par la langue, par le style, par le travail autour de la plume. Et ça se comprend, et il y a certains lecteurs qui apprécient ce travail-là. Autant faire les choses qui nous appellent. Le samedi 1er juin 2024. Je continue à travailler sur la dramaturgie d'Yves Lavandier et, en parallèle, je prépare le roman de l'Inde de Suraj. Je n'ai encore pas remis le nez dedans, mais par contre, je réfléchis à la structure globale de mon texte pour qu'il ait une armature très solide. Donc là, je suis en train de travailler sur la question dramatique. Quelles questions dramatiques pose chaque chapitre, chaque scène? Et puis, quels sont les éléments qu'il faut que j'ajoute pour dramatiser mieux mon roman? Je pense que ce qui pêche un peu, c'est que on a du mal à comprendre ce qui a poussé Olivia en Inde. On a du mal du coup à comprendre ses motivations. Quel a été l'incident déclencheur? Donc là, j'ai des éléments de réponse par rapport à ces aspects-là, auxquels je tiens assez. Ce faisant, en fait, ça lui crée un espèce de passé que j'avais un peu négligé jusque-là et qui me semble beaucoup plus en adéquation avec le personnage que celui que j'avais imaginé avant. J'ai une idée quand même très claire de tout le début de mon roman. Il est très bien en place, le début de mon roman. C'est après que ça commence à pêcher. Donc là, je me suis arrêtée au moment de la rencontre entre Suraj et Olivia. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est un très gros travail. Je reprendrai demain là-dessus. Et en faisant ça, je suis en train de construire toute la trame dramatique de mon roman. Une fois que j'aurai un peu la trame générale, je pourrai reprendre un chapitrage. Et une fois que j'aurai mon chapitrage, alors seulement, je pourrai replonger dans mon texte. Si j'ai vraiment un plan de travail très solide, après, j'aurai plus qu'à faire quelques petites modifications par-ci par-là pour répondre à toutes les indications de mon chapitrage. J'ai tous les ingrédients là, c'est juste la recette qui n'est pas la bonne. Donc c'est là-dessus que je travaille. Et la dramaturgie m'aide beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup faire cet exercice que je fais en ce moment. Ça me détend un peu. Et puis c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, d'étudier en profondeur la dramaturgie d'Yves Lavandier. Donc je suis très contente d'avoir enfin le temps de m'y consacrer. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme ça, j'ai pas besoin de travailler avec mon ordinateur. Et ça fait quand même du bien de ne pas être derrière un écran. À une époque, j'écrivais mes premiers jets à la main. C'est un truc que j'ai arrêté de faire, alors que j'adorais faire ça. Mais c'est juste que c'est quand même après long et fastidieux de tout retranscrire à l'écrit, même si ça me permet de retravailler mon texte de cette façon. Ça reste quand même, à mon avis, une grosse perte de temps.
Peut-être que je referai ça à l'avenir. D'ailleurs, l'un de mes romans sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques mois, celui autour des deux sœurs, j'ai écrit tout le premier jet à la main. Et pour l'instant, je n'ai jamais remis le nez dedans. Donc je n'ai même pas retranscrit sur ordinateur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez également m'écrire à l'adresse suivante, aurelia.écriture@gmail.com. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci pour votre écoute, bon début d'été, bonne semaine à vous et à très bientôt.